Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez vécu plusieurs vies sous diverses identités, mais un seul accent, celui de la sincérité du personnage que vous avez créé. Et à l'heure de votre ultime tour de piste, ou présumé tel, vous méritez largement un coup de chapeau melon, bien entendu. Bonjour Popek. Bonjour. Et c'est vrai que vous êtes au Théâtre de Passy chaque dimanche avec un spectacle qu'on va évoquer. C'est vrai que vous avez eu une carrière incroyable et une vie incroyable. Et le principe des clés d'une vie, c'est de la raconter à travers des dates clés. Donc j'ai trouvé des dates qui permettent d'évoquer votre parcours. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 16 mai 1968. Écoutez. Le drapeau noir et le drapeau rouge flottait au fronton de l'Odéon Théâtre. L'Odéon, où vous avez en mai 68 été embarqué en plein mai 68, en plein événement. Vous en souvenez? Ça, je m'en souviens bien, oui, parce que j'habitais rue d'Ulm. J'avais un petit studio rue d'Ulm. J'étais en plein dans le quartier, en plein dans la pétarade de 68. Donc, je l'ai vécu entièrement. Et ce jour-là, je crois qu'à l'Odéon, vous avez vu Jean-Louis Barrault haranguer les troupes en disant la révolution. Et se faire insulter, mais aussi, et se faire virer. Oui. Par Malraux. Mais c'est vrai que c'était Cohn-Bendit, le roi de l'Odéon à l'époque. Hein. Vous vous souvenez de cette folie de ce moment? Ah, mais totalement, parce que je traînais toujours dans ce coin-là. On croyait que dans le monde, que Paris était à feu et à sang. Et je me souviens que quelqu'un m'avait dit, s'ils avaient vécu la révolution en Hongrie ou en Tchécoslovaquie, ils auraient vu ce que c'était la révolution. Ici, c'est des jeunes qui sont après l'été, ils sont en vacances, ils rentreront chez eux et tout. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir un ministre de l'Intérieur qui n'était pas Monsieur Papon. Oui. Sinon, ça aurait peut-être été une autre chanson. C'était Monsieur Fouché. Grimaud, je crois. Grimaud qui avait arrangé les choses. C'était un honnête homme. Alors, il y avait Jean-Louis Barrault, il y avait François Perrier aussi que vous avez vu. Ah, Perrier qui, quand tout le monde a voulu virer les journalistes, Perrier a dit « Oui, mais alors si on vire les journalistes, on parlera plus de nos problèmes. Et alors, faut rappeler les journalistes. » Mais il n'y en a pas un qui a voulu revenir. François Perrier, qui, on l'oublie un peu, était un grand comédien, mais aussi un roi du canular et des faux bruits. Il lançait des faux bruits, et il a inventé une fausse liaison d'une comédienne avec le général de Gaulle, et ça a fait le tour de Paris dans les années 60. Tout le monde y a cru. Il avait l'art de faire ce genre de choses. Ah oui, il faisait beaucoup de blagues aussi avec ses copains, Jean Carmet et puis les autres. Roger Carrel aussi. Roger Carrel, oui. Ils se faisaient tous des blagues terribles comme ça, surtout Carmet. Surtout Jean Carmet. Et puis... j'avais une histoire de chaussures une fois devant les portes, je me souviens plus de cette histoire. Oui, je veux dire, il avait mis les chaussures d'un hôtel devant les autres portes et personne ne trouvait ses chaussures. Alors, il y a eu ce problème avec l'Odéon, c'est que vous ne pouvez pas rentrer chez vous rue d'Ulm et que la police veut vos papiers et que vous n'avez pas vos papiers un soir. Non, c'est vrai, je venais d'arriver rue d'Ulm, il n'y avait même pas une semaine que j'avais eu ce studio. Donc j'avais pas encore, la concierge, elle ne voulait pas me laisser rentrer, d'une part, fallait taper à la porte. Et puis j'avais mes papiers qui étaient encore j'habitais rue de la Chine. Oui. Donc quand j'ai montré mes papiers au CRS, je leur ai dit que j'habitais là. Ils ont dit montre-moi des papiers. Et là j'ai vu que je me trompais, donc je sais pas le quartier, il vient foutre la merde. Et à l'époque j'étais très jeune et j'ai pris mes jambes à mon cou. Je suis parti très très vite. De l'autre côté, parce qu'ils m'ont dit que j'avais les yeux bien rouges or moi je venais de l'Écluse, parce que je passais à l'Écluse à l'époque, donc je remontais à pied de l'Écluse à chez moi. Ça a été une aventure, et puis je me suis laissé prendre un soir dans les barricades. J'ai pas pu rentrer chez moi, j'ai été embarqué dans un car de police avec... Et c'est les flics qui m'ont ramené, finalement. On pouvait pas rentrer. Derrière les barricades, on était complètement... je pensais vraiment qu'il y avait la guerre, parce que c'était des balles explosives. Oui. C'était des balles explosives. Finalement, il y a
Heureusement, il n'y a pas eu de mort, il y a que des blessés, mais Voilà. pas de mort. La rue d'Ulm, à l'époque, avait été rebaptisée par les manifestants la rue du 11 mai, vous voyez. Rue du 11 mai, ouais, exact. Et puis vous avez même soutenu les ouvriers de chez Renault qui étaient en grève. Ah oui, en allant faire un spectacle. parce qu'il y a M. Lenny Escudero qui est venu nous faire demander aux humoristes, à Avron, Évrard, à d'autres, d'aller faire quelque chose aux usines. Mais bon, je suis allé faire mon numéro, parce qu'à l'époque, on ne faisait qu'un numéro. Oui. Que ce soit Lève, que ce soit Coluche, on ne faisait qu'un numéro. Et ils nous ont fait rentrer. On a eu le droit à un sandwich. Mais je me souviens d'une chose, c'est que j'étais le seul qui est allé. Les autres, ils ne sont pas venus. Alors, M. Lenny Escudero, il était bien gentil, mais il y a que moi qui est allé là-dedans. Ça, je me souviens, et puis c'était très sympathique, finalement. Je crois que Georges Moustaki est aussi allé chanter quelques chansons quelques jours plus tard. Oui, peut-être, je ne sais pas. Alors, le théâtre Popek, c'était votre rêve de toujours. Je crois que ça a commencé à la Varenne dans un centre d'accueil pour jeunes travailleurs. Oui. Où vous avez joué les boulingrins. J'ai toujours le programme. C'était le programme qu'on a fait pour la fête de Pessard, je crois. Oui. Et on m'avait dit que c'était pour moi comme une punition. Parce que la directrice m'a dit, je crois que tu es doué, tu vas nous passer les boulingrins et tu vas nous passer aussi Maître après Dieu. Et ça a été un tel succès que tout le monde m'a encouragé à ce moment-là à faire du théâtre. Donc je suis allé prendre des cours de théâtre dans une arrière-salle de synagogue à Paris, où c'était un garçon qui est devenu professeur, qui s'appelait Daniel Postal, qui est allé ensuite professeur chez Claude Mathieu, et quelqu'un m'a dit, tu n'as rien à faire ici, tu as 3 têtes au-dessus de tous ceux qui sont là. Alors je suis allé voir un peu les cours d'art dramatique, je suis arrivé chez Simon. René Simon, oui. Et puis il a regardé mes mains, il m'a regardé dans la glace, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais comme métier? J'ai pas osé lui dire que je vendais des caleçons molletonnés. Alors je lui ai dit que mon premier métier, je lui ai dit, je suis ébéniste. Oui. Alors il m'a regardé mes mains, il m'a dit, tu n'as pas des mains d'ébéniste. J'ai dit, je vous jure, patron, parce qu'on l'appelait patron, que c'est mon métier. Il dit, je ne dis pas que tu ne seras pas un manuel. Il avait des dons, René Simon, de voir. Tu vas me prendre 2 bureaux de Guitry. Alors, 2 bureaux. Il me dit, tu vas me prendre 2 bureaux. Et je lui demande où est-ce que je dois les prendre. Et il m'a dit, le bureau de Guitry. C'est une pièce d'ailleurs qui a été écrite en 1918, qui était sur l'amour de la comédie et de la vieillesse, et qu'il a repris justement dans ses vieux jours en 1950, Guitry, avant d'en faire un film. Oui. Et c'est vrai que donc vous avez passé cette scène, vous ignoriez tout de Guitry à l'époque, Popek. Ah mais totalement, moi je jouais que des rôles très dramatiques. J'ai commencé par jouer Puntilla et son Valémati de Bertolt Brecht, j'ai joué Simone de Beauvoir, j'ai joué Sartre, j'ai joué surtout Arthur Miller, Incident à Vichy. Oui. J'étais un comédien dramatique en fait, je ne faisais que... Et d'ailleurs, quand j'étais, si on peut parler une seconde de Philippe Bouvard, quand j'ai fait un remplacement pour un comédien... On va en parler justement tout à l'heure, justement. Donc... C'est prévu dans l'émission, mais moi, il y a une chose, c'est que justement, à cette époque, vous appelez pas Jean Herbert. Non, et dans Rabbi Jacob, je suis allé auditionner pour faire le rôle du chauffeur. On va en parler aussi, mais moi, ce qui m'intéresse, je reste à René Simon, parce qu'il y a toute une construction. Alors, René Simon, il a été formidable, parce que c'est mon deuxième père, René Simon, mon père spirituel. Je lui dois énormément. D'ailleurs, j'ai chez moi non seulement sa photo, mais sa pipe, parce que celle qui lui a succédé, Rosine Marga, m'a donné une de ses pipes. Et René Simon m'avait dit, tu ne joueras pas avant 40 ans. Et il s'est un peu trompé parce que j'ai joué encore plus tard, mais je ne savais pas du tout. Un jour, il m'a téléphoné, René Simon, et il me dit, qu'est-ce que c'est que ce Rastaquaire que j'ai vu à la télévision? C'est la première fois que je jouais Popek. Exactement. Mais c'est lui qui vous a trouvé votre premier pseudo, qui était Jean Herbert. Oui, parce qu'il m'a dit, on te volera toujours une lettre dans ton nom, Herbstu. Alors, prends-toi un pseudonyme, quoi. Alors j'ai pris Jean Herbert,
avec lequel j'ai eu deux premiers prix chez Simon, le prix Marcel Achard et un prix des jurys. Et puis ensuite, je tenais à ce nom qui m'a valu toutes les pièces que j'ai jouées. Donc c'est pour ça que dans Rabbi Jacob, je tenais absolument à ce qu'on mette Jean Herbert au générique. Absolument, mais il y a aussi une chose très importante, c'est-à-dire que René Simon ne vous a pas fait payer vos cours et vous avez aidé à trouver du travail pour gagner votre vie. C'est lui qui m'a trouvé, un poste d'assistant à la radio. La nuit, assistant de nuit, d'un de ses élèves qui s'appelait Michel Cogoni. Qui animait les soirées, oui. Oui, et il y avait aussi Harold Kay. Oui. Alors donc, je me suis trouvé là, à service de nuit. Pendant quelques temps, il y a une déesse qui me ramenait chez moi à 2h du matin, c'était extraordinaire. J'habitais rue Charles V, dans le quartier, le Vieillot, le quartier des immigrés et tout ça, avant que Malraux ne refasse le quartier, le rénove. Il y avait aussi Maurice Biraud qui était la star de la radio. Maurice Biraud, c'était la star. À 9h le matin, mais c'était toute la France entière, les femmes écoutaient Maurice Biraud. Totalement, parce que Maurice Biraud, c'était... Et d'ailleurs, le soir, quand Maurice Biraud a voulu me faire parler à la radio, j'étais très timide, introverti, et je lui ai dit que je n'avais rien à dire. Et il a dit, quand même, c'est étonnant, un garçon qui veut faire ce métier de comédien et qui ne veut pas parler à la radio. Et c'est vrai que je ne voulais pas parler. Voilà. Et Maurice Biraud a établi un record. Il a fait 24 heures de radio au pub Renault à son époque, 24 heures ininterrompues. Le record n'a jamais été battu. Je crois qu'il était très apprécié aussi comme acteur par Jean Gabin, par exemple, dans le très beau film qu'ils ont tourné ensemble. Le cave se rebiffe. Ouais, moi je le reverrai 100 fois ce film. Même pour. Et d'ailleurs, Maurice Biraud et Jean Gabin, on sentait là-dedans qu'ils faisaient une paire d'amis extraordinaires. Absolument. Alors justement, le cinéma, on va en parler à travers une autre date, le 18 octobre 1973. À tout de suite sur Sud Radio avec Popek. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Popek. Vos adieux, ou présumez-t-elle, au Théâtre de Passy le dimanche à 17h30, on va en parler tout à l'heure, parce que vous avez une éternelle jeunesse et qu'il n'est pas question que vous quittiez comme ça la scène du jour au lendemain. Et dans votre vie, on a évoqué vos débuts, et rue d'Ulm, la manifestation de mai 68, et puis il y a quelqu'un qui a compté dans votre vie à travers un film sorti le 18 octobre 1973. Rabbi Jacob, elle va danser. Cette scène, De Funès l'a répétée pendant un mois, semaine après semaine, chez Vladimir Cosma. Il a fait 5 prises n'ayant rien à voir avec ce qu'il avait répété. C'était génial. Je pense qu'il est tombé malade certainement à cette époque-là, parce qu'à cet âge-là, on n'imagine pas qu'il a répété la danse 18 fois avant qu'on fasse la prise. Un homme à cet âge-là, qui avait certainement déjà des problèmes cardiaques, et qui se met, après Rabbi Jacob, à vouloir, comme beaucoup d'acteurs comiques, jouer du Hanouille, c'était fou. C'était fou. Mais vous avez vraiment eu une complicité, une amitié. Totalement, totale. Qui est née d'ailleurs par l'accent yiddish. Oui, uniquement. Il me disait, ça va être à vous de rentrer. Alors, je vais vous demander vous donner un petit conseil. Entre co-religionnaires d'un moment. Oui. Vous rentrez le plus vite possible et vous sortez encore plus vite. Parce que tout ce qu'on vous donne à vous, on me l'enlève à moi. Mais comment vous l'avez connu de Funès ? C'est-à-dire que c'est lui qui quand il me voyait habillé avec mon costume, mon petit chapeau, il venait me parler tout de suite. Et dès que j'étais plus, que j'étais rhabillé, il me parlait plus. D'ailleurs, au départ, votre rôle dans Rabbi Jacob n'était pas celui que vous avez eu, parce que Gérard Houry vous a entendu un jour parler, Popek. C'est-à-dire que je suis venu pour faire le rôle que fait Guibet, merveilleusement, qui n'est pas juif d'ailleurs. Et donc, moi, je voulais faire ce rôle-là. Et puis, Margot Capelier, qui était la reine du casting, connue dans le monde entier du cinéma, elle a dit, tu sais, il a un numéro de cabaret le soir. Elle me dit, ah bon? Il me dit, qu'est-ce que vous faites au cabaret le soir? Alors, j'ai dit, j'avais un seul sketch. J'ai dit, monsieur la présidente, tout d'abord, ils se sont tous regardés et ils ont prononcé un mot, Moïse.
Oui. Et je savais que pour moi, le rôle du chauffeur était foutu. Oui. Et le jour de mon premier jour de tournage, on monte l'escalier, et celle qui joue le rôle de ma mère, l'américaine, Janet Brandt, elle me dit dépêchez-vous, on va rater Rabbi Jacob. Et moi qui n'ai pas à parler, je ne sais pas ce qui me prend, je réponds on a le temps, mais l'avion il va pas s'envoler. Uri il fait couper. Il y a 25 techniciens sur le tournage. Qui a parlé? Et je me suis dit, mon premier jour de tournage, c'est foutu. Et William Sibel, qui était l'ingénieur du son qui avait fait La Croisière jaune, il lui met les écouteurs. Uri se marre et dit, on va refaire la scène, tu vas redire tout ce que tu as dit. Je dis, moi, je m'en rappelle plus ce que j'ai dit. On m'a mis les écouteurs. Et le lendemain matin, le téléphone sonne. J'étais un des rares à avoir de la téléphone. Parce qu'à l'époque, je faisais de la synchro. Oui. Donc il fallait avoir le téléphone, ça coûtait cher. J'ai encore été pris pour la synchro il n'y a pas longtemps pour le film de Spielberg, pour faire l'oncle, la voix de Spielberg, là, dans son dernier film, Fabelman. Et puis, le lendemain matin, le téléphone sonne, Uri me dit « Qu'est-ce que vous faites pendant 2 mois ?» Je dis « Là, je suis libre. » Ben voilà, l'équipe veut vous garder jusqu'à la fin du tournage. Alors vous avez rendez-vous avec les producteurs. Parce que les producteurs, ils se sont dit combien il va nous demander. Mais je ne demandais rien, moi. Du moment où j'étais avec De Funès, je ne demandais rien. Oui, parce qu'il y a une vraie amitié qui s'est installée. Ouais. On vous mettait à table à côté parce que ça le détendait. Ouais, ah oui, complètement. Et d'ailleurs, le matin... quand je venais vers sa loge, personne ne rentre dans la loge de De Funès. Ouais. Et la billeuse, elle disait, oui, si, lui peut, ça le détend. Vous riez ensemble, tous les deux. Ouais. Mais il adorait rire, on ne sait pas. Avec moi, il adorait rire. Je me souviens que quand on a fait la dernière émission de Guy Béard, il m'a emmené dans sa loge. Ce qui m'a valu de me fâcher avec Guy Béard à l'époque, parce que Guy Béard, il a dit non, venez, je veux vous voir, je veux répéter avec vous. Et De Funès, il m'entraîne, il dit non, ils viennent avec moi dans ma loge. Et là, quand je suis allé voir Guy Béard, voilà, je suis à vous, il me dit non, mais on n'a plus rien à se dire. Qui me dit Guy Béard? Moi, du coup, je l'ai très mal pris. Et quand Guy Béard m'a appelé après, j'ai dit moi, j'ai plus rien à vous dire non plus. Voilà, au moins c'était clair. Et puis, pourtant, on a passé un moment formidable. De Funès a joué du piano jusqu'à 2h du matin. Et Guy Béard a dit est-ce qu'on se revoit? Et De Funès, il l'a regardé, il a dit moi je paye pas pour retourner. Et il m'a regardé, moi j'ai dit moi non plus. Voilà. Et donc voilà, il y a une complicité on s'écrivait d'ailleurs souvent. Je travaille dans le prochain rôle de Gérard Houry, où rassurez-vous, il n'y aura aucun rôle pour vous. Et d'ailleurs, vous lui avez un jour rendu service au Jardin des Plantes, je crois, Popeye. Oui, parce qu'il m'a dit, vous êtes inconnu. Si moi j'y vais, tout le monde va me demander des autographes. Tandis que vous êtes inconnu, que Dieu vous garde. Et il cherchait, il y avait le nom des plants sur les poires, des poiriers, tout ça. Il voulait que je relève le nom des poiriers. Alors je suis allé, j'ai inscrit tout ça, je suis allé lui donner le nom dans sa loge le lendemain matin. Et il adorait les fleurs dans son château, près de Nantes, où vous êtes allé d'ailleurs, où les fenêtres étaient fermées. J'ai fait une grosse erreur, parce que quand il m'a invité à une émission où il y avait d'ailleurs... Béranger, qui était là à côté. Oui. Moi, je suis le roi de la bourde. Je demande à Macha Béranger, il y avait la femme de Funès qui était là, je lui dis, vous connaissez le cellier? Et paf, je prends un coup de pied sous la table. Sous la table. Oui, car Jeanne, il y avait Jeanne d'un côté. Mais moi, j'en savais rien. Moi. Non, c'était un secrétaire, mais De Funès se cachait. Il arrivait à France Inter, il avait une perruque, il avait un chapeau et des lunettes noires avec un bouquet de fleurs, et tout le monde le reconnaissait, bien entendu. Oui, j'en connais un autre qui a fait ça, c'était un président de la République, mais dans une autre cas. Exactement. Alors, il se trouve aussi que vous avez un point commun avec De Funès parce qu'il a débuté au départ à la demande de son père dans un atelier de fourrure, oui, où il a été viré parce qu'il martyrisait le canari du directeur. Oui, c'est exact. Il m'avait raconté l'histoire. C'était très, très drôle. Mais tous les jours, on se racontait des histoires comme ça. Quand il arrivait le matin sur le tournage, il me disait...
je cherche un pas de porte. Parce qu'à l'époque, ça se louait beaucoup, les pas de porte, où on faisait avec des lits de camp devant. Oui. Et il me dit, vous connaisseriez pas un pas de porte qui serait à louer? Parce que j'ai des vieilles affaires que je voudrais. Je dis, mais dites donc, quand vous êtes chez vous, au cellier, comment vous faites pour fermer vos 300 fenêtres? Vous devez commencer dans l'après-midi. Il dit, mais moi, je vis dans une seule pièce. J'ai pas les moyens de vivre dans les autres. On se faisait des blagues comme ça tout le temps. Il a fait beaucoup de petits métiers. D'ailleurs, il a été pianiste de bar. Il a fait croire au premier bar qu'il a employé qu'il avait été pris de conservatoire, ce qui était totalement faux. Oui. Mais vous, des petits métiers, vous en avez fait aussi beaucoup, Popek. J'ai fait beaucoup de métiers. J'en parle beaucoup dans mes sketchs, ce qui fait beaucoup rire d'ailleurs. Parce que c'est la vérité. Moi, je ne parle que de choses qui me sont arrivées, que j'ai vécues. L'un des métiers les plus étonnants, je crois que c'était greffier. Oui, j'ai été coursier au rue de Rivoli, chez un huissier de justice qui me voyait tous les jours porter les grosses au palais de justice. Oui. Et d'ailleurs, la première fois qu'il m'a crié de son bureau, apportez-moi la grosse que je la tamponne. Moi, je savais pas de quoi il parlait. J'ai dit à la secrétaire, je crois que le patron vous demande. Elle m'a donné une gifle qui m'a ramené des années en arrière. Quand, à l'âge de 15 ans, j'ai passé par la rue de Saint-Denis où il y a une péripétitienne tous les 10 mètres, il y en a une qui me dit, tu montes ton petit chéri? Combien tu me donnes? Je sais pas, madame la cinquantaine. Paf! Je me suis fait renvoyer, forcément. Et c'est de là que j'ai rencontré un marchand forain qui vendait des caleçons molletonnés. Et qui m'a dit, si tu vends ton baratin quand tu vends tes caleçons, tu peux faire l'artiste. Voilà. Ça a été le déclic. Mais c'est vrai que ces petits métiers, c'était des temps difficiles. Il fallait Tout le monde faisait des petits métiers. Moi, j'avais un avantage. J'ai fait mon service militaire. J'ai fait 28 mois. J'ai été maintenu sous les drapeaux. Je l'ai fait avec un monsieur qui s'appelait Gouillet. Oui. Monsieur Jean-Yann, oui, exactement. qui s'appelait Gouillet. J'étais avec Jean-Yann, et puis donc dans l'armée blindée, j'ai appris à conduire. Donc à l'époque, avec le permis de conduire, qui était transmissible en permis civil, sans qu'on ait déboursé un rond. Donc comme chauffeur-livreur, à l'époque, François, il y avait 6 éditions qui sortaient dans la journée. 4 ou 6. Alors j'allais au 100 rue Réaumur, j'attendais la sortie des journaux, tac, je voyais où on trouvait un chercheur-livreur, un chauffeur-livreur, et je trouvais tout de suite la place. J'ai travaillé comme chauffeur-livreur, j'ai travaillé comme vendeur de fleurs chez Comte la Griffoul, j'ai travaillé comme chez Hachette, j'ai livré des couronnes mortuaires, voilà. Parce que les petits métiers, dès qu'on me disait qu'il y avait une audition à faire, j'abandonnais tout de suite le métier, j'allais passer mon audition. Et, voilà. Et il y a une autre date importante dans votre vie, c'est le 11 septembre 1975. À tout de suite sur Sud Radio avec Popek. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Popek. Donc vous êtes au Théâtre de Passy pour vos adieux au présumé tel, le dimanche à 17h30 à ne pas manquer. Après un parcours... À 17h. À 17h, oui, tout augmente. À 17h. 17h. Il se trouve qu'on a évoqué vos débuts, vos petits métiers, mais il y a aussi une date importante dans votre vie, c'est le 13 septembre 1975, première de cette émission. 10 de Der, où vous êtes repéré par Philippe Bouvard, qui vous appelle, je crois, un soir vers 22h, en vous parlant de votre sens de l'improvisation. Ça, c'est une... Il y avait l'assistant de Bouvard, à l'époque, s'appelait Jérôme Abance. Oui. Jérôme Abance a pris un comédien, je crois que c'était... je ne vais pas dire son nom parce que ça ne serait pas gentil. Un très très grand comédien, mais Bouvard, ça ne lui a pas plu, ce qu'il a fait. Alors, Jérôme Abance lui a proposé moi, et il me téléphone, lui, tu veux pas me dépanner pour une journée? En fait, c'était pour des canulars. Pour un canular, voilà. Il faisait des caméras invisibles. On a oublié d'ailleurs que la caméra invisible a été importée des États-Unis par Pierre Bellemare et Jacques Rouland. Et Bouvard, dans son émission, faisait une séquence, c'était le samedi soir, de caméras invisibles. Exact. Et donc... Jérôme me dit, c'était un copain, dépanne-moi pour une journée, quoi, de tournage avec Philippe Bouvard. Alors moi, je l'ai dépanné pour une journée, mais j'ai triché un peu. Mais c'était tellement drôle, parce que j'ai l'art aussi de la tricherie. Et Bouvard a adoré. Et il me téléphone le soir, et il m'a demandé tout de suite une collaboration
avec lui. Donc, ça s'est passé comme ça. Alors, ça a été un truc totalement fou parce que sous le nom de Jean Herbert encore, vous avez fait des performances avec des caméras cachées totalement surréalistes. Je crois que vous avez même fait le Tour de France un jour. Bien sûr. Oui. J'aurais pu mourir. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en grimpant le Mont Ventoux, là, je ne me rappelle plus. On vous a déguisé en coureur. On m'avait peint les jambes et tout. Oui. Et à 300 mètres du sommet, on me lâche avec 2 motards. Mais moi, j'avais jamais eu un vélo de course. J'avais toujours eu un vélo de touriste. C'est des vélos qui font 13-14 kilos. On me donne un vélo de 7 kilos. Je me casse la figure presque tout de suite. Les deux motards disent, viens, on se barre. On va pas aller ça. Et moi, complètement épuisé, j'en pouvais plus. Non, j'ai failli mourir dans le Tour de France. Vous êtes arrivé au sommet avant Avant, je me souviens que parce qu'on a fait une deuxième prise dans un deuxième col, le Tourmalet. Oui. Et là, j'ai pu y arriver. Et je me souviens que le coureur italien qui était en tête s'appelait Panezzi ou quelque chose comme ça, oui. Panezzi. Et c'est moi qui ai eu les applaudissements, pas lui. Et dans la descente, je me suis lancé à fond et je suis allé me casser la figure le plus bas possible sans me faire trop mal, quoi. Et... Parce qu'à chaque fois, c'est des canulars totalement inventés, des Totalement. caméras cachées. On se réunissait autour d'une table, Ouais. chacun devait donner des idées, et c'était moi qui dirigeais l'opération. Et Bouvard avait une espèce d'admiration pour un certain Jean Herbert. Oui. Il avait vu chez moi que j'étais un improvisateur né. Ce qui était un peu vrai, au fond. Il m'a découvert des qualités, mais moi, je voulais pas y rester là-dedans. Et quand je lui ai parlé de Popek, ça l'intéressait pas du tout. Oui. Mais pas du Non, tout. c'est Jean Herbert qui l'intéressait. Mais vous avez fait aussi une autre chose. Vous êtes déguisé en ministre avec des motards Oui. pour aller visiter... Oh là là, à Senlis, Oui. là, j'ai fait libérer les taulards de la caserne et tout. Et vous arrivez en voiture Oui. officielle avec des motards. Oui, Et puis, tout le monde le croit. et tout le monde le croit. Et quand j'ai voulu me jeter dans la Seine aussi au pont Saint-Michel, Ouais. pareil. Mais là, j'en reviens parce qu'il y a une chose étonnante, c'est-à-dire que vous arrivez, tout le monde est au garde à vous, jusqu'à un moment, je crois que c'est un faux CRS qui a fumé une cigarette et ça a donné... Et qui s'est pas levé quand le colonel est arrivé pour le saluer. Oui. Et là, ils ont dit, il y a une mouche là, qui est pas claire. Et là, tout le monde au poste, ils ont emmené tout le monde, et moi aussi. Ça a été terrible. Et on s'est retrouvés devant un juge d'instruction, Oui. moi-même. Et heureusement, celui qui a pris le plus, ça aurait été vous, cher Jacques, si vous aviez été là. C'est l'assistant qui a tout pris. Parce que moi, l'artiste, là, oui, c'est des farfelus. Oui. Mais vous, l'assistant, je vais pas vous louper. Oui. Donc l'assistant qui est là, effectivement, et il a reçu un coup de téléphone d'un seul coup, parce que Bouvard avait le bras long, de Le Canuet, Le ministre, Jean Le Canuet. le ministre qui a ordonné de libérer et il a dit, je vous retiens, ça sera pour la preuve, là je vous retiens sur mes tablettes. Mes tablettes. Je vais vous faire une confidence, c'est moi qui ai appelé Jean Le Canuet à l'époque, je travaillais avec Philippe Bouvard. Bouvard m'a dit, il faut le faire libérer, j'ai appelé le ministre, j'ai eu sa secrétaire, et j'ai eu le ministre qui a dit, je vais m'en occuper immédiatement. Et c'est grâce à moi que vous avez été libéré de prison. Sinon, je passais la nuit au poste. Je pense, oui. Avec tous. Je pense. Puis il y a eu aussi une autre histoire, je crois, c'était pas pour Bouvard, dans le métro, quand vous avez tourné un film publicitaire, où ça a failli mal se passer aussi, parce qu'on vous a pris justement pour un employé du métro. Oh là là. Mais je crois que c'est là que Bouvard m'a découvert. C'est de là qu'il m'a découvert, Oui. effectivement. Parce que je tournais un film publicitaire pour la RATP. Oui. Il y a un type qui vient vers moi et qui me dit « Monsieur, vous êtes de la Voix ?» Je dis « Oui, je suis de la Voix. » Je sais pas ce qu'il me prend, alors que j'attendais pour tourner. Oui. « Vous n'avez pas à être ici, allez sur la Voix. » Puis je bouge pas. Il revient vers moi et dit « Vous avez entendu ce que je vous dis, vous êtes de la Voix ?» Ben oui, je vous l'ai déjà dit. « Eh ben vous n'avez pas été ici, je vais le voir. » Puis je lui fais signe de s'approcher. Je lui ai dit « Il va faire cuire un œuf. » Oh! Alors là, ça a été ma fête. Je me rappelle plus ce qu'il m'a dit. Je lui ai dit. Et l'assistant, le réalisateur était fou de rage. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit, je lui ai rien dit du tout. Je lui ai dit, je lui ai rien dit du tout. Et puis, bon, ça, ils font venir les employés de la RATP, tout ça. Le type, il se trouve tout à fait bête. Et puis là, on va reprendre le tournage. Et là, c'est moi qui fais un caprice. J'ai dit non, moi je suis pas en état de tourner. Alors le type, il se fait doublement. Et ça m'a fait penser à la scène de Rabbi Jacob à la fin. Il a dit, vous allez, c'est où que allez vous retrouver ça.
Alors, il se trouve qu'un jour, vous évoquez devant Philippe Bouvard Popek, en disant vous connaissez quelqu'un de très bien qui s'appelle Popek. Oui. Et finalement, ça va être le Non, ça l'intéresse pas. Pas du tout. Et puis un jour, aux grosses têtes, la seule émission que j'ai accepté de faire avec les grosses têtes, parce que je n'avais pas le don de répondre comme ça au là, il m'a fait passer un petit papier par Montagnier. Popek sans son accent, ça n'est plus Popek. Voilà. Alors, Popek, c'est né finalement le soir de la 100e de l'Idiot de Dostoïevski. C'est assez étonnant. Exact, c'est très étonnant. Parce que je jouais dans une pièce qui avait un énorme succès, L'Idiot de Dostoïevski. Rôle principal, Charles Denner, un immense comédien. Catherine Sellers, Valentine Tessier, qui avait été la femme de Jules Berry, d'un énorme comédien, et elle l'avait quitté en mettant sur un mot sur sa table de nuit, J'ai asséri de la part de Valentine Tessier. Elle lisait sur les lèvres. Donc Michel Beaune, mon copain de scène, compagnon de Belmondo. Et de Pierre Vernier, qui ont joué tous les Et trois. de Pierre Vernier, bien films, sûr. oui. Et puis tu devrais présenter le spectacle et faire un petit truc. Et moi, je voulais pas, je me sentais pas capable de faire ça. Et Beaune m'encourage plus que jamais. Il dit, si, t'es capable de le faire. Et Charles Denner aussi. Alors, je fais un petit numéro. Monsieur la Présidente, tout d'abord, je dois dire que je suis fier que vous en avez l'honneur, que c'est moi, Popek, qui dans la salle, il y avait Michel Simon, Claude Berry. C'est l'époque où il tournait Le vieil homme et l'enfant, donc il y avait le tout Paris. Je fais un succès terrible. Et Charles Denner, il me dit, te déshabille pas, on n'a pas le temps, on va à l'Écluse. Je t'emmène à l'Écluse. Le cabaret d'Arrive Gauche. Voilà, j'avais encore mon nœud papillon, ma redingote de Valérus. Oui. Et aussitôt arrivé à l'Écluse, voilà comment l'aventure a commencé de Popek. Mais moi, Popek, je laissais de côté. Pour moi, Popek, c'était un artiste de... Surtout que j'avais un très grand impresario de Brigitte Bardot et de Michel Morgan, Olga Horsig. Oui. Et elle m'a dit, faites attention, vous allez être condamné à faire ça. Or, vous êtes un grand comédien. Ah ben alors je voulais pas du tout que dans Rabbi Jacob on mette Popek. Mais Jean Herbert, il a eu le premier prix chez Simon. Jean Herbert, il a joué Arthur Miller. Mais ce qui est étonnant, c'est que Popek, d'abord, ça a une signification. Ça vient de Pologne, je crois, le nom. Oui. Et ça a une signification. Comment est née l'idée de faire Popek, justement, même Parce pour le plaisir? Popek, Tchepek, ça vient du mot Tchepek, Oui. un violon grinçant. Donc un homme grinçant, un râleur, quoi. Et vous avez eu envie de faire ça, mais pour le plaisir, il n'était pas question d'en faire un personnage. Si, de scène. j'étais un râleur dans la vie. Oui. Tu sais, Bourvil a dit, ma chance, c'est qu'il y a en France des milliers de couillons comme moi et que tout le monde pense que je suis le seul. Oui. Eh ben moi, ma chance à Popek, c'est qu'il y a en France des milliers de râleurs comme moi et que tout le monde pense que je suis le seul. Voilà. Mais l'accent de Popek et le personnage de Popek, je crois que... C'est mon père. Voilà, exactement. Oh là là, c'est mon père comme il a craché, bien sûr. D'ailleurs, mon père n'a jamais accepté que je prenne... Même ma demi-sœur m'a dit, t'as pas honte de faire ça? Et un jour, quand elle a appris que j'étais une vedette de variété, elle en revenait pas, donc elle était fière. Mais au début, d'ailleurs, tout le monde était... oh là là, j'étais très agressif, hein, parce qu'on disait que j'étais quelqu'un qui n'était pas juif, qui se moquait des juifs. Oui, alors qu'en réalité, vous étiez non seulement juif, mais en plus, vous avez connu la guerre. J'ai porté l'étoile. Vous avez porté l'étoile. Ouais. Vous avez été caché pendant la guerre. Oui. Votre mère a fini à Auschwitz. Et votre père vous a élevé. Totalement, enfin élevé. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé. Malheureusement, on aimerait lui poser les questions, mais il n'est plus là pour le dire. Il m'a confié à l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants. Mon père, quand je suis né, avait 57 ans. On était vieux à l'époque. Oui. C'était des vieux. Alors, moi, j'étais tout petit. J'étais l'enfant gâté. J'étais le Messie. Il avait eu 3 filles, 2 filles de sa première femme, une demi. Donc, j'arrive à 57 ans, je suis le Messie. Donc, j'étais l'enfant gâté, l'enfant roi. Et vous avez été caché à Chaumont, je crois, pendant la guerre. Oui, au château de Chaumont. Voilà. Et le député maire qui s'appelait Georges Lévy Alfandéry a fui avec sa famille à Bordeaux. Il est revenu et il a fait partie des 24 jurys qui ont condamné à mort Pétain. Ah, je ne savais pas. Voilà, ça c'est assez étonnant. Ah oui. Alors, votre premier métier, aussi après la guerre, ça a été de vendre des chewing-gums usagés.
Popek? J'avais 10 ans. Oui. Et à 10 ans, on avait une petite bande à la République, entre Strasbourg-Saint-Denis et la République, et on cherchait les Américains. Parce qu'ils voulaient tous aller soit soit à Pigalle, alors on les dirigeait sur leur station et ils nous donnaient des paquets de chewing-gum. Et le paquet de chewing-gum à l'époque, c'était oh là 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 là. Et on cherchait les Noirs. Parce que les Noirs, ils avaient du chewing-gum rose. Et le chewing-gum rose, on le vendait plus cher. Et on se partageait le chewing-gum à la fin entre bandes. Si j'avais été un homme d'affaires, j'aurais pu faire des affaires dans la pâte dentifrice. Hein. Oui, mais en fait, les chewing-gums, en fait, au départ, on pense que ça vient des Américains, mais dès la préhistoire, les hommes mâchaient de la sève de conifère. C'était l'ancêtre du chewing-gum. Ah, je ne savais pas. Alors, il y a eu ce métier-là, il y a eu la guerre, et puis vous avez fait aussi beaucoup d'autres choses avant d'être Popek, et vous étiez surtout un enfant solitaire. Totalement. Solitaire, introverti, et je bégayais. Et je vous jure, je bégayais. Hein. Et dès que je m'adressais à quelqu'un, donc ça me donnait des complexes. Alors je peux vous raconter l'histoire. Un jour, je suis allé voir un spécialiste qui m'a dit que je devais souffrir du syndrome de la Tourette. C'est communément appelé un TOC. Oui. Et il m'a fait une recommandation pour un grand comédien de ses amis qui enseignait l'art dramatique au conservatoire, qui était ni plus ni moins Monsieur Louis Jouvet. Eh ben voilà, comme quoi Louis Jouvet a contribué à ce que vous deveniez Popek. On va évoquer justement ces personnages à travers une autre date, le 24 septembre 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Popek. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Popek. On a évoqué votre parcours, comment vous êtes devenu Popek, et vous continuez aujourd'hui, puisque depuis le 24 septembre dernier et jusqu'à la fin de l'année, vous êtes à l'affiche du Théâtre de Passy le dimanche à 17h, avec un spectacle, C'est fini de rire, on ferme, qui sont théoriquement vos adieux. Je pense, oui, parce que quelque part, sur scène, tout le monde me dit, mais... Vous avez une pêche extraordinaire, mais on ne se rend pas compte qu'avant, je suis mort de trac. Et puis après, je suis groggy. Je sors comme un boxeur qui est sonné. Et il y a plein de gens qui vous attendent après pour faire... voilà, ils veulent faire des... Comment on appelle ça des photos, des selfies. Photos, des selfies, voilà. Et donc, c'est tellement touchant, c'est gentil. Et puis les lettres qu'on m'envoie... Je pense que peut-être parce que je suis un des derniers avec Pierre Richard, dont on va fêter d'ailleurs la semaine prochaine, le 28, son intronisation à l'Académie Alphonse Allais, Pierre Richard qui a, je crois, presque 90 ans. Oui. C'est un bébé, vous en avez 87, vous, pour l'instant. 88, je vais sur 89, s'il vous plaît. Je suis né le 18 mai 1935. Mais où je me sens plus vieux, c'est à cause de toute cette histoire du Covid, où on nous a confinés, où à partir de 65-70 ans, on vous rabâche tous les jours que vous devez rester là. Or, plus vous avancez en âge, plus il faut marcher, plus il faut faire des exercices, plus il faut se bouger. Et on vous engage à vous rester chez vous, c'est pas possible. On souhaite faire mourir les vieux. Voilà. Alors là, en revanche, sur scène, vous êtes plus jeune que jamais. D'abord, il y a tous vos accessoires, parce que vos accessoires vous suivent dans tous vos spectacles. La valise, mais aussi... Ah non, je peux plus. Justement, j'amène plus la valise, j'amène plus le violon, j'amène plus... Parce que je veux pas charger tout le monde. Puis j'ai plus mes régisseurs. Ils ont changé de métier. Il y a que moi qui suis resté. Alors je me débarrasse de plus en plus de mes accessoires. Je garde la guitare, ça bien entendu. Je garde... Je me suis même séparé de mon caddie de golf et il faut remplacer tout ça. J'essaye de... Il y avait des gens qui étaient malins, comme Jean Lefebvre ou d'autres, qui arrivaient derrière un micro, ils n'avaient rien du tout, les mains dans les poches, et j'encaisse. Mais aujourd'hui, on n'encaisse plus aujourd'hui, c'est terminé. Donc ce spectacle, vous le faites avec des sketchs qui sont devenus universels. Il y a beaucoup de nouveautés, hein. Beaucoup de nouveaux, sinon ça ne serait pas possible. Mais il y a des sketchs, oui, effectivement, vous savez, j'ai écrit une centaine de sketchs. Donc évidemment, il y a dedans, comme m'a dit un jour un de vos concurrents, il m'a dit, vous avez le sketch qui restera après vous, Popek, c'est Maxims. Oui. Un dîner chez Maxims. Oui, c'est vrai.
C'est vrai, mais un dîner chez Maxime, ça m'a coûté cher, parce que un jour, j'y suis allé avec mon ami le docteur Hutt, chez Maxime. Il avait retenu une table à mon nom et tout, et finalement, je croyais que c'est lui qui payait, mais c'est moi qui ai payé. Oui. Vous avez échappé au pire aussi le jour où Gérard Houry est venu vous voir en scène pour connaître Coluche. Oh là 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 là, au Cafcons. Il fallait lancer Coluche, et comme Lederman, son impresario, qui était celui de Claude François, des inconnus en plus, sans Lederman, ces gens-là ne seraient jamais été des stars. Il faut dire ce qui est. Et donc, il y avait Renaud qui chantait avec moi 3 chansons, d'ailleurs, au Cafcons de Paris. Oui, oui, c'est vrai. C'était un spectacle, justement, où il débutait, il sortait du vrai chic parisien, et il n'était pas encore le Coluche qu'on connaît. Et donc, Houry vient le voir un soir, vous présenter, et puis à la fin, la note arrive. J'avais un pantalon avec des pattes d'éléphant, avec des toutes petites poches très serrées, et j'avais un malheureux billet de 100 balles qui était coincé en 4. Je me démerdais pour le sortir, parce que je voyais que personne n'allait payer. Il y avait non seulement Gérard Houry, mais il y avait Monsieur Poiret, père, qui venait pour voir, qui venait pour voir Coluche. Oui. Donc moi, et puis au dernier moment, Houry m'a dit laisse, c'est moi qui vais payer. Ouf, j'ai eu chaud. Alors il faut savoir que tout a commencé un peu par hasard, parce qu'un soir on vous a demandé 1 heure de spectacle au Café d'Edgar, qui est aujourd'hui le Théâtre Edgar. Alors qu'on faisait tous 15 sketchs, que ce soit Leb qui faisait la machine à écrire, Coluche qui faisait c'est l'histoire d'un mec, ou Patrick Sébastien qui imitait Bourvil, voilà, c'est ça, avec le béret et tout, et moi qui faisais le tribunal, c'est tout. On faisait que ça. Et finalement, il a fallu écrire 1 heure de sketch. Et alors, 1 heure de sketch, je lui ai dit, c'est pas possible, je peux pas faire 1 heure. Et malheureusement, ce garçon qui m'a poussé, qui jouait dessus au-dessus, tout soupçon, au Café d'Edgar, qui m'a poussé, qui malheureusement s'est suicidé, a mis fin à ses jours, Alain Chevalier. C'est lui qui m'a poussé à faire ça. J'ai passé une audition. Le patron Alain Mallet, il m'a dit Jean, bon, vous commencez la semaine prochaine, vous m'en faites 1 heure. J'avais qu'un quart d'heure, moi. Je dis à ma femme, non mais il est fou, ce type, il me demande 1 heure. Ma femme, elle a sorti tout de mon tiroir, elle m'a dit là t'as 1 heure. Bon, j'arrive, je fais 1 heure. Et puis, je suis resté pour 1 mois, je suis resté 3 ans. Au bout de 3 ans, je suis pris dans un autre théâtre qui me dit, moi, ici, madame, c'était La Bruyère, ici, on fait 2 heures, on prend un entracte. C'était madame Mignal. Non, madame... Oh là là là, c'était que des Russes, c'est marrant. Et donc, vous faites 2 heures, et Bruno Cocatrice vous repère. Oui, c'est-à-dire que je passais à l'échelle de Jacob, mais Madame Lebrun, qui était la patronne de l'échelle de Jacob, elle m'amène pour faire une première partie, quoi. Et elle dit à Bruno Cocatrix, vous devriez le prendre en première partie d'une des vedettes. Et Cocatrix, il me met la main autour des épaules avec son gros cigare et il me dit, tu passeras jamais à l'Olympia. Il me dit ça gentiment. Tu as choqué les Juifs de Deauville. Oui. Tu as choqué les Juifs de Deauville. Vous vous rendez compte ? Et ça, c'est à cause de Philippe Bouvard. Parce que quand il a vu Popek pour la première fois, pourquoi est-ce qu'il a pas dit, je vous présente ? Non, pas du tout. Il m'a laissé rentrer comme un cheveu sur la soupe. Et tout ce qui est pas connu est mal connu. Vous savez que Brassens s'est fait virer de plusieurs cabarets. Bien sûr. Avant d'arriver chez Patachou. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Tout ce qui est mal connu, qui n'est pas connu. Le lapin agile, Brassens a fait une chanson, il est reparti, personne ne l'écoutait. Le lapin agile, petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Mais finalement, vous avez fait 5 Olympiens, Popek. Malgré que... Et personne n'en parle. Alors que, à part les grandes vedettes Beko, Piaf et quelques-uns, je suis certainement celui qui a fait le plus l'Olympia. J'ai fait 1 fois l'Olympia en 86, le mois où Coluche est mort. Oui. Alors que tous les théâtres fermaient. J'ai fait 4 fois l'Olympia, la dernière fois pour Louvain.
J'ai fait le Casino de Paris, j'ai fait pendant les grèves de 95, j'ai fait le Palais des Congrès en 92. Alors ça a été une aventure incroyable aussi parce que cette immense scène, vous vous retrouvez tout seul et vous avez eu l'idée d'aller louer un vélo. Oui, j'ai loué un vélo Peugeot, j'ai traversé la Seine à vélo, j'ai sorti en vélo, et quand j'ai rendu le vélo, à la fin, le marchand de vélo qui était à côté, comme je leur ai fait de la pub, ils m'ont fait cadeau du vélo. Et je me suis dit, merde, j'ai dit que je leur ai demandé un bas de gamme, j'aurais dû prendre un haut de gamme. Et puis, vous aviez une astuce, c'est quand vous entriez sur scène à l'Olympia, et ça a marqué finalement les spectateurs, le silence total. Vous ne parliez pas pendant quelques instants. Non, ça vient du café-théâtre. Parce que quand j'étais au café-théâtre, le patron, il avait le culot de venir me faire signer un contrat juste avant d'entrer en scène. Oui. Ah, j'étais en colère, j'ai dit, je signe pas de contrat, je vais rentrer sur scène, qu'est-ce qu'il veut me faire signer un contrat ? Et puis, on entendait dans la salle des gens qui disaient, écoute, si on s'emmerde, on se tire au premier sketch. Et je rentre comme ça sur la scène. Et déjà, moi, je suis un comédien dramatique, je viens du théâtre. On est silencieux au théâtre, au début. J'arrive sur la scène, et puis j'entends un silence, puis d'un seul coup, j'entends chuchoter, hein. Alors, il démarre ou quoi ? Et là, je suis parti comme un boulet de canon. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'allez pas me dire que quand vous arrivez au boulot le matin, vous commencez tout de suite non plus, vous. Boum, c'est parti comme un boulet de canon, ça c'est vrai, oui. Mais c'était sur la colère que j'ai dit ça. Mais il y avait quelqu'un qui a fait comme vous dans un genre différent, c'était Marcel Selmas, un chansonnier, Oui. qui arrivait sur scène, il tournait le dos au public, il parlait à son pianiste pendant 10 minutes, Oui. donc il y avait des murmures dans la salle, il se retournait, il disait « Je sais que vous êtes là une seconde ». C'est drôle ce que vous dites parce que De Funès m'a rappelé cette histoire. Oui. Exactement ce que vous dites. Alors, il y a eu donc ces Olympias, il y a eu le Palais des Congrès, et finalement, petit à petit, vous êtes entré dans le patrimoine culturel avec « On n'est pas des sauvages », qui est aussi une expression qui est aujourd'hui dans notre langage quotidien. C'est mon père qui me disait que j'étais un sauvage. Parce que moi, j'avais honte de l'accent de mon père. Je suis né à Paris. Pour moi, quand j'étais gosse, moi, j'étais pas juif, c'était mon père qui était juif. C'était les vieux qui étaient juifs. Moi, je croyais que j'avais l'accent parigot. Vous comprenez ? Et mon père avait un accent dont j'avais honte. Et quand mon père demandait, il était très bavard, papa, t'es râleur et bavard. Et moi, j'avais honte. Je dis, mais il me dit toujours, toi, t'es un sauvage. Avec toi, on peut parler à personne. Et voilà, c'est devenu. C'est là comme ça. Et puis, il y a aussi quelqu'un qui vous a aidé à un moment où vous en aviez besoin. Écoutez. Champs-Élysées, où vous avez improvisé pratiquement un sketch sur la Coupe du Monde de football. Ah oui, parce que là, je dois dire une chose. Je me trouvais à Montréal. Et j'avais dit à Drucker, je vais faire l'Olympia au mois de mai. Personne ne veut faire le mois de mai à l'Olympia. Moi, on m'a convaincu de le faire au mois de mai, je le fais au mois de mai. Mais j'ai pas d'émission, j'ai rien du tout. Et Drucker me dit, on fera une émission ensemble. Et puis, j'ai plus de nouvelles, je me trouve à Montréal en tournée. Et je téléphone au bureau de Drucker, je peux pas le toucher. Et d'un seul coup, qu'est-ce que je vois ? Un jour, débarquer Drucker à Montréal. Ah, il me dit, mon pauvre Coco, c'est complet. Mais est-ce que tu as un sketch sur le foot ? Parce qu'il y a la Coupe du Monde. Alors, j'en avais pas de sketch sur le foot. Je dis, oui, j'ai un sketch. J'en ai, si j'ai pas ici, j'ai en réserve. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait l'émission de Drucker sur la Coupe. Il y avait Hernandez qui était là, qui m'a lancé un ballon d'ailleurs, très gentiment. Et puis c'est là que j'ai improvisé beaucoup, oui, effectivement, à l'émission de Drucker, parce que j'avais rien préparé. Et ça a été je me souviens que ça a été un gros succès. En tout cas, il y a eu aussi un autre gros succès, et vous y avez passé pendant une journée, c'est que vous avez tourné dans Le Pianiste de Polanski. Et méconnaissable, Popek. Le Pianiste, il avait déjà essayé un acteur américain, et je crois qu'il avait été déçu, parce que l'autre, il faisait du Charlot. Du Charlie Chaplin, ça ne lui plaisait pas du tout. Et je crois que Charlie Marouani qui était mon agent à ce moment-là, connaissait le producteur. Et il lui a dit... Popek, il pourrait faire ça. Et donc, il m'a téléphoné, Polanski. Charlet m'a dit, Polanski va vous téléphoner. Et il m'a téléphoné et je lui dis à Polanski,
que j'attendais un coup de téléphone de Dieu. Et alors il me dit, je vous rappelle. Alors on a parlé, je lui ai avoué, il m'a dit c'est pour jouer le rôle de Rubinstein. Je lui ai dit que au piano, je ne sais jouer que la marche turque de Mozart. Et non, c'était l'histoire d'un pauvre gars qui a été déporté, qui est mort en déportation. Et il m'a expliqué la chose. Et 3 jours après, je recevais les billets pour partir donc à Varsovie. À Varsovie. Et vous avez tourné à Varsovie un film qui a finalement eu la Palme d'Or, donc vous avez porté chance à Polanski. C'est ce que m'a dit Charles Marouani. On aurait cru que c'était moi qui avais eu la Palme d'Or. En tout cas, vous méritez tous les titres pour cette reprise au Théâtre de Passy de ce spectacle avec des choses nouvelles, mais pas trop, parce que on vous avait un jour expliqué, je crois que c'est Jean-Michel Boris, un spectacle, c'est 20 minutes de nouveautés et le reste des classiques. C'était la règle d'or, ça. Voilà. Et ben, en tout cas, ceux et celles qui aiment vos sketchs vous retrouveront au Théâtre de Passy jusqu'au 31 décembre, le dimanche à 17h. Il faut vraiment se hâter. Et puis, ils découvriront les nouveaux sketchs. Et puis, je suis convaincu que vous n'allez pas en rester là, Popek. C'est-à-dire que je ne sais rien faire d'autre. Alors, si je pouvais disparaître dans la nuit en plein sommeil par un baiser de Dieu, c'est comme ça qu'on dit, ça me ferait plaisir. Oui, le plus tard possible, parce que je suis sûr qu'encore d'autres scènes vont vous appeler, même si vous avez moins d'accessoires. Moins d'accessoires, le moins d'accessoires possible. Non, mais aujourd'hui, chaque jour, chaque matin, quand je me réveille, je dis merci la vie. Comme de par Dieu, merci la vie. Et moi, je vous dis merci d'avoir si bien participé aux Clés d'une vie. Et rendez-vous au Théâtre de Passy. C'est moi et vous m'aidez rien. On n'est pas des sauvages. Exactement. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.